Bon, ça fait presque 1 an et demi qu'on fait des vidéos et au final, vous et moi, on ne se connaît pas vraiment. Alors à part le basket, qu'est-ce qu'on aime au Dreamcast Show? Eh bien nous, on aime les maths. Et on sait que là, on vous rappelle, pas que des bons souvenirs. Alors laissez-moi vous donner un exemple pour vous convaincre que c'est un monde bien plus fun et surprenant qu'il n'y paraît, et parlons alors du paradoxe de Monty Hall. Le problème est tiré d'un jeu télé américain, et l'énoncé est le suivant. Il y a 3 portes devant vous, 2 cachent une chèvre et une voiture flambant neuve. Vous repartez avec la porte que vous ouvrez. Vous allez choisir une porte dans un premier temps et après ce choix, Monty va ouvrir une des 2 autres portes montrant une chèvre et vous propose alors de changer de porte. Instinctivement, on se dit alors qu'il ne faut pas forcément changer puisque il nous a montré une chèvre, donc il nous reste une chance sur 2 parmi les portes inconnues. Mais c'est là où notre cerveau nous ment et que les cours de terminale sur les probas conditionnels sont utiles. En changeant de porte, vous doublez vos chances en réalité, en passant de 1 chance sur 3 à 2 sur 3. Alors, pour ceux qui veulent comprendre le pourquoi du comment, on vous met une super vidéo en description, mais nous aujourd'hui on va se demander finalement, qu'est-ce qui est vrai dans les stats en NBA? Qu'est-ce qui n'est qu'écran de fumée? Et on va se servir d'un exemple, le cas d'Alexandre Sarr. Alors, est-ce qu'il a vraiment progressé et si oui, dans quel domaine? Allez, venez avec moi. On a du pain sur la planche. Si vous voulez donner un golden buzzer à Alexandre Sarr et au Dreamcast Show, eh bien mettez-nous un like et pourquoi pas un boost, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et nous on vous remercie d'avance, ça nous aide énormément. Alex Sarr a avant tout été drafté pour son profil physique et sa défense. Et même si Washington est très loin d'être une bonne défense actuellement, il est temps de faire un petit point sur son cas individuel et sa progression. Statistiquement, Alex, il est en progrès déjà au contre puisqu'il est passé de 2,6 à 3,8% de block percentage. Pour vous dire, dans toute la ligue, des joueurs à plus de 3,5% et qui ont aussi minimum 1% en steal percentage, ils sont que 4. Et dedans, il y a 2 Français, Alex Sarr et Victor Wembanyama. Pas mal, non? Pas mal, non, c'est français. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut vraiment dire tout ça? Des contreurs fous qui sautent sur toutes les feintes, on en a déjà vu, coucou à Hassan Whiteside. Alors allons plutôt voir le pourcentage des adversaires lorsque Alex les défend. 49,5%, l'an passé c'était 50,5%. Pas vraiment de progrès alors? Pas vraiment. En réalité, le pourcentage défensif, il est à oublier complètement. Si vous défendez des pivots, évidemment que le pourcentage adverse sera plus élevé que si vous défendez des extérieurs. En fait, plus on s'éloigne du cercle, et plus les caméras de tracking ont du mal à définir qui défend vraiment le tir, comme ici, où le tir est grand ouvert. Alors intéressons-nous au panier, et c'est là où ça devient spectaculaire. Sur les tirs à moins de 6 pieds, c'est-à-dire vraiment proche du cercle, Alex il est passé de 62% à 53%. En fait, si on regarde la différence entre le pourcentage attendu et la perte d'efficacité qu'il inflige, il est passé de moins 2 à moins 11%. Et il défend plus de 10 tirs par match au panier. C'est assez énorme. Et si on regarde parmi les gros volumes de NBA, en fait, Alex, il s'est invité à la table des tout meilleurs de la ligue. Avec ce moins 11%, il est 8ème. Alors, c'est pas les stats de Chet Holmgren, mais il est pile entre Evan Mobley et Ivica Zubac. Et ça, c'est ultra positif et encourageant, d'autant plus quand on sait que les schémas défensifs à Washington, il n'y en a pas vraiment. Et donc c'est un peu lui qui dissuade et défend le cercle tout seul, alors que par exemple Chet Holmgren, c'est des schémas beaucoup plus collectifs aussi, même s'il est fantastique. Une fois que ça s'est dit, comment on explique cette grande progression statistique? Je pense que c'est une combinaison de plusieurs facteurs. La première, c'est que c'est vrai que Alex Sarr, il est plutôt mobile, il est très très long et il a de super mains défensives. Regardez-le ici sur Goga Bitadze, il va taper uniquement le ballon et donc il a une vraie bonne précision main-œil qui lui permet d'être précis et de faire pas beaucoup de fautes.
Mais quand on se remet l'action depuis le départ, on se rend compte qu'il a aussi un super timing sur le premier contre, où il vient parfaitement décoller en même temps que le driver. Et puis derrière, on voit qu'il revient vite en position, et après avoir fait un petit saut, on voit qu'il a un super second saut pour recontrer Goga Bitadze. Et je trouve qu'il a vraiment progressé sur ses timings off-ball pour venir jaillir depuis le côté faible. Et encore une fois, là sur Giannis Antetokounmpo, il saute parfaitement en même temps que lui, et après, il fait parler sa longueur et sa précision. Et comme dit, il y a un peu plus de patience, de savoir-faire aussi, sur quand est-ce que je viens, quand est-ce que je ne viens pas. Et au-delà de ça, je trouve que les fondamentaux sont vraiment très bons. Il saute toujours verticalement, et comme j'ai dit, il saute pas énormément dans les feintes, et ça lui permet d'avoir un jeu très propre, avec très peu de fautes commises. Mais tactiquement aussi, même si c'est pas toujours le cas, Washington l'utilise de façon plus intéressante que l'an passé. Ce que je veux dire par là, c'est que même si Washington n'est pas une excellente défense, même eux ils se sont mis à la page, et Alex il est beaucoup plus utilisé en roamer, même si c'est pas tout le temps, c'est-à-dire sur le non-shooter, pour justement venir exploser au cercle sans trop de pression. Ici on le voit sur Dyson Daniels, et donc au moment du cut dans le dos de Bilal Coulibaly, ça pourrait être un panier, sauf que vu que lui n'a aucune pression de défendre ce non-shooter, il peut venir exploser au panier et contrer Onyeka Okongwu. Et même si parfois c'est aussi sur l'intérieur adverse, parce que c'est le poste qui shoot le moins, on sent vraiment que sa tâche a changé, et sa tâche c'est devenu protéger le cercle. Et il y a des séquences vraiment intéressantes, comme ici où il lâche Luka Garza pour venir au panier. Et le dernier chapitre intéressant défensivement avec Alex Sarr, et ça pour le coup on s'y attendait un peu à sa draft, c'est le côté switch. Le côté mobilité, où c'est vrai que pour sa taille, il est plutôt très mobile et plutôt assez vif sur ses appuis. Et donc, Washington n'hésite pas à échanger sur tous les écrans. Et son catalogue de joueurs contrés sur isolation, il commence à être très intéressant parce qu'il y a Shai Gilgeous-Alexander, Jaylen Brown. Et là aussi, celui-là que je trouve tout bonnement exceptionnel face à Franz Wagner, où l'Allemand pense l'avoir avec un spin, mais lui, il fait en synchronisation parfaite un spin de l'autre côté pour le retrouver au panier et arrive à contrer son tir. Donc finalement, Alex Sarr individuellement, il y a de vrais progrès. On est complètement en train de sortir de la promesse qu'il y avait à sa draft, et c'est de plus en plus en train de se concrétiser en un vrai très bon défenseur qui peut protéger son cercle et switcher. Et ça c'est assez énorme. Maintenant la question c'est: que va en faire Washington? Vont-ils réussir à l'entourer? Parce qu'en tout cas défensivement, c'est vrai que c'est la pièce la plus recherchée et la plus rare. Mais c'est sûr que individuellement, on ne tient pas une défense en NBA en 2026. Mais Alex Sarr pourrait être la fondation, la pièce centrale d'une vraie bonne défense à l'avenir. La défense, c'est bien, mais si Alex Sarr a été drafté numéro 2 et qu'il était annoncé numéro 1 pendant toute la saison, c'est aussi pour l'attaque. Qu'est-ce que ça donne en attaque? Justement, c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que comme en défense, Alex Sarr est potentiellement la rampe de lancement de toute l'attaque des Wizards. Azad en avait parlé l'an passé, mais c'est vrai que la surprise de sa saison rookie, ça a été un peu son passing. Et quand on regarde son profil statistique cette année, il est encore en progrès. Il fait un peu plus de passes, il perd un peu moins de ballons, et finalement quand on regarde les chiffres, 84e centile en assist percentage, 60e centile en assist par usage et 81e centile en turnover percentage, on a vraiment un profil de pivot playmaker. Et ça c'est très important dans le système des Wizards, parce que les Wizards, ils ont une attaque en 5-out qui tourne beaucoup autour de situations où Alex Sarr est en tête de raquette, et on a du mouvement dans les deux couloirs de jeu à côté de lui. Et là on va se régaler un petit peu à décrire quelques actions que les Wizards font très bien dans cette configuration. Alors, la première variation, c'est le flare screen. Le flare screen, c'est-à-dire qu'un joueur va venir poser un écran de démarquage à un shooter au périmètre, et à partir de là, soit on a un tir ouvert, soit la défense switch, et le joueur qui a posé l'écran, comme Keyshawn George ici, a la position préférentielle pour rouler au panier. Il peut donc cutter, et comme Alex Sarr a le pivot sur lui, à savoir Dereck Lively, c'est un panier facile. Ensuite, ce qu'ils aiment bien jouer, c'est aussi le pin down reject.
C'est ce que les Rockets jouaient beaucoup avec Alperen Sengun et Jalen Green, c'est-à-dire qu'on met un shooter dans le corner, à savoir ici Chris Middleton, on fait feinte de lui poser un écran de démarquage. Souvent, vu que c'est un bon shooter, la défense va essayer de l'empêcher de prendre l'écran, il rejette donc l'écran et cut au panier, et encore une fois, vu que le pivot est sur Alex, c'est un panier facile. En fait, au global, on a souvent cette configuration où on a un joueur qui pose un écran pour un cut au panier, et qui ensuite explose rapidement, ghost l'écran pour venir récupérer la balle dans les mains de Alex Sarr. Et quand c'est pas celui qui va récupérer la balle dans les mains d'Alex Sarr qui glisse l'écran, c'est l'autre, comme Keyshawn George ici. Finalement, on a un peu ce côté chaotique où on alterne beaucoup qui glisse l'écran et qui fait une vraie course. Et finalement, ça demande beaucoup de réactivité de la part d'Alex Sarr. Et là-dessus, c'est vrai qu'il est très très bon et très très précis. C'est aussi un super joueur de passe et va. Et finalement, c'est un passeur qui n'est pas ultra créatif, mais qui est hyper fonctionnel. Et comme j'ai dit, il perd très peu de ballons et il est assez précis. Finalement, le système qui résume un peu tout, c'est le RIP STS. C'est-à-dire RIP Screen the Screener. Donc, on répète, on donne la balle à Alex. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on pose un RIP Screen. Keyshawn George pose un écran descendant vers le panier. Et après, il va aller jouer le main à main. Si on ne switche pas, comme ici OG qui reste accroché à Keyshawn George, c'est un cut qui est trouvé. Et si on switch, c'est là où le premier poseur d'écran va soit exploser très rapidement, soit carrément ghoster l'écran pour justement prendre à revers le joueur qui switch et qui fait donc une course dans l'autre sens. Comme ici où Corey Kispert feinte de poser l'écran sur PJ Washington, Najee Marshall pense donc qu'il doit switcher, sauf qu'il évite le contact avec PJ Washington, qui lui pense donc qu'il n'y a pas d'écran. Les deux se retrouvent donc sur Keyshawn George et c'est un tir ouvert pour Corey Kispert. Et en fait, ça peut paraître de rien, ces toutes petites variations sur la même action, comme ici sur une chase action, où une fois on pose l'écran et une fois on le ghost, mais c'est justement précisément ça qui permet de créer de la confusion, de surprendre l'adversaire et donc de créer des bons tirs. Et donc de ce côté-là, on retrouve aussi ce côté où les systèmes sont bons et sont permis par le profil d'Alex Sarr. Mais pour l'instant, il n'y a pas forcément la qualité et les joueurs pour le jouer, même si ça commence à venir, notamment avec un joueur qu'il cherche énormément sur ses relations, c'est Trey Johnson. Et alors pourquoi ça marche si bien ? Tout simplement, premièrement, parce que Trey Johnson, c'est un shooter d'élite. Donc si vous lui laissez de l'espace, ça va être panier assuré. Mais aussi parce que les deux se cherchent énormément avec Alex Sarr et commencent vraiment à développer une belle alchimie. Et parce que Trey Johnson, c'est pas un passeur génial, mais derrière ce main à main, il peut jouer le pick and roll et il a soit le pull-up, mais il a aussi de longs bras qui lui permettent de faire la passe au roll pour Alex Sarr si jamais la défense monte trop haut sur lui. Donc finalement, les principes sont là. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que la compétitivité aussi commence à venir. Et justement, de la compétence, Alex, il va en avoir besoin. Et cette arrivée de Trae Young, elle va lui faire beaucoup de bien à lui. C'est peut-être lui le grand gagnant en fait. Pourquoi ? Parce que si la défense et le passing, c'est plutôt génial, le scoring, ça reste encore un peu limité avec Alex Sarr. Si on regarde l'efficacité générale, on voit qu'il est passé de moins 16% à moins 3% d'efficacité par rapport à la moyenne, 97 de true shooting plus. Le problème, c'est quoi ? C'est que pour un intérieur, ça reste largement insuffisant. Alors quand on regarde le pourquoi, on se rend compte que quand même, il finit beaucoup mieux au cercle, il est passé de 63 à 73%, et il finit beaucoup mieux à 3 points aussi, de 31 à 36%. Déjà, la progression au shoot, elle est encourageante parce que ça représente aussi un plutôt bon volume et ça déverrouillerait aussi une sacrée partie de son jeu. 35%, c'est pas élite, mais c'est carrément encourageant. En plus, la mécanique est bonne et donc c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Mais je pense qu'on peut être relativement confiant pour qu'il devienne à minima un shooter légèrement au-dessus de la moyenne. Et ça, pour son profil, c'est déjà top. Mais le plus intéressant à mes yeux, c'est la progression au panier. Pourquoi ? Parce qu'il est passé de 28% de tirs pris au panier à 40% et sa réussite a augmenté de 63 à 73%. Et en fait, c'est vrai qu'Alex Sarr, c'est un joueur qui
est mobile et plutôt aérien, mais qui est pas du tout Anthony Davis Prime. C'est-à-dire qu'il est bon, mais pas exceptionnel. Et là-dessus, on le voit bien, il décolle, mais ça décolle pas non plus incroyablement haut. Et c'est vrai que c'est un joueur qui, l'année dernière, et encore cette année, a un handle qui est pas exceptionnel et un certain manque de puissance. Et donc ça le force à prendre des tirs très compliqués, comme ici. Mais là où il a vraiment progressé pour moi, ça va être sur un peu la prise de force. Face à des plus petits, il est capable de les enfoncer et d'aller jusqu'au panier, mais surtout sur le côté, encore une fois, patience, footwork et feinte. C'est un joueur qui va très peu au contact et qui provoque très peu de fautes. Ça, c'est un gros désavantage de son profil, mais qui du coup va souvent chercher un angle à finir avec un lay-up un peu compliqué, que ce soit un flotteur ou une finition un peu décalée. Et je trouve que là où il a progressé énormément, c'est sur le côté feinte. Ici, on le voit, il reçoit la balle un peu lancée, il arrive à driver, mais on voit que dans un premier temps, il va pas finir de suite, il va préférer plutôt s'arrêter, faire une pump fake, deux pump fake, jusqu'à mettre Adem Bona un peu hors de position, puis ensuite s'élever en décalé du saut du défenseur, littéralement faire sortir le défenseur de ses appuis et finir avec ce petit flotteur. Exactement pareil ici face à Joel Embiid. Il démarre très rapidement, mais il finit pas tout de suite et il attend de faire sortir Embiid de ses appuis pour finir à côté. Et c'est vrai que c'est une limite en un sens, parce qu'avec tout ça, il cherche très peu le contact et donc il provoque très peu de fautes. Mais je trouve que c'est une adaptation intéressante à une limite qui est son manque de puissance réelle. Et c'est vraiment intelligent et ça explique ses progrès. Si je ne peux pas te foncer dessus, je vais te faire sauter pour m'ouvrir un tir. Et comme j'ai dit, l'autre aspect où il a progressé, c'est quand même la puissance, à mon sens, où il va soit enfoncer les petits, soit réussir à justement mettre ce petit coup d'épaule pour se créer le flotteur, parce que c'est un tir qu'il affectionne tout particulièrement. Mais alors pourquoi c'est en dessous de l'efficacité ? Comme je l'ai dit, parce que finalement, il n'est pas encore élite à 3 points, et que malgré ses progrès, ça reste un joueur qui va peu au contact, provoque très peu de fautes, et se repose énormément sur son flotteur. Malgré tout, sur le pick and roll rollman, c'est un joueur qui est passé de 0,79 points par tir à plus de 1,06. Et dit comme ça, on se dit waouh, c'est énorme. Et c'est vrai que c'est une progression, un vrai progrès grâce à ses progrès individuels. Mais c'est là où Trae Young va être absolument génial pour lui. Parce que finalement, à part Trey Johnson ou CJ McCollum l'une ou l'autre fois, il n'a pas vraiment de passeur génial sur pick and roll. Encore moins de passeurs de lob qui pourraient lui générer des points faciles. Et pour l'instant, ça reste que le 38e centile sur ses possessions finies en tant que rollman. Et Trae Young, en carrière, il a tout simplement systématiquement rendu ses coéquipiers meilleurs sur cet aspect. Que ce soit Clint Capella, mais surtout John Collins, qui, en 2022, était tout simplement le meilleur rollman de NBA. Et c'est vraiment là-dessus où Trae Young va faire du bien, sur cette capacité à créer des tirs bien plus simples pour notre ami Alex Sarr. Le produit n'est pas encore fini, mais le processus avance. Et en fait, à l'heure des comptes, on a déjà un joueur qui est au niveau de la moyenne en efficacité, qui peut vraiment être l'encre défensive des Wizards et qui est aussi le fer de lance de l'attaque de par son profil. Et le tout à même pas 21 ans. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir regardé, écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup pour cela et pour votre fidélité. J'ai pris énormément de plaisir à découvrir Alex Sarr. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on se plonge dans les Wizards, mais ça m'a plu de le faire et j'espère que ça vous aura plu également. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à très vite sur le Dreamcast Show. Prenez soin de vous, c'est très important. Ciao ciao.